Et mon invité ce soir, c'est Georges Fenech. Bonsoir. Bonsoir. Ancien député Les Républicains, secrétaire national à la justice chez Les Républicains. Vous êtes l'auteur de ce livre, Qui imagine le général de Gaulle, mis en examen aux éditions First Document. C'est extrêmement bien écrit. On va en parler dans un instant. Évidemment, ça concerne votre famille politique. Mais avant cela, l'actualité, c'est le Parlement qui a prolongé aujourd'hui l'état d'urgence pour la dernière fois jusqu'au 1er novembre. Le temps de voter une nouvelle loi antiterroriste qui pérennisera certaines mesures exceptionnelles. Est-ce que ce scénario de sortie maîtrisée de l'état d'urgence vous semble cohérent et vous convient? Politiquement, je comprends. Hein. Il faut sortir progressivement. Il ne faut pas donner le sentiment de baisser la garde dans l'opinion. Mais il fallait bien en sortir. C'est ce qu'a décidé le gouvernement. Parce que ça n'a plus d'efficacité, c'est ça? Écoutez, à la commission d'enquête que j'ai présidée, c'était une démonstration très claire. L'état d'urgence, les mesures sont utiles dans les premiers jours, en fait. Les 48 premières heures. Ensuite, ça perd son efficacité. Il y a très, très peu de dossiers antiterroristes qui ont pu être réglés de cette façon-là. Il y a eu des assignations à résidence, oui, il y a eu à peu des près, saisies, des perquisitions. Oui, mais ça se compte vraiment sur les doigts d'une main et c'est en lien direct ou indirect. Le vrai travail contre le terrorisme, c'est le renseignement et la justice spécialisée. Et d'ailleurs, moi, je vous le dis, je vais peut-être vous surprendre, je pense qu'intégrer ces mesures de l'état d'urgence dans le droit commun, c'est quand même quelque part renoncer à un certain nombre de nos libertés. Moi, je fais confiance davantage aux juges parce que statutairement, il est garant des libertés individuelles, c'est la Constitution qui le dit, plutôt que de transférer des pouvoirs du juge au préfet ou à l'administration. C'est un débat qui est vraiment extrêmement important. Le président Macron avait dit que cette loi comporterait des mesures renforcées placées sous la décision du juge judiciaire. Oui, mais c'est une usine à gaz. Vous avez le juge de la liberté à détention qui autorise la mesure décidée par le préfet, qui sera contrôlée par le juge administratif, qui reviendra un jour devant le juge judiciaire. Tout ça me paraît très compliqué. Donc vous estimez qu'effectivement c'est une loi, le fait de transférer certaines mesures dans la loi est liberticide? Moi, je pense que ça présente des dangers pour nos libertés, pour l'état de droit. Autant il faut renforcer les moyens du juge, renforcer les textes, les dispositifs, les moyens, mais ne pas déshabiller la justice au profit du ministre de l'Intérieur, en fait, de l'administration. Vous dites dans ce livre, regretter de ne pas avoir pu dire pendant la campagne, parasité par l'affaire Fillon aux Français, la vérité sur les failles et les dysfonctionnements des services qui ont conduit aux attaques de 2015. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui, en 2017? Est-ce que la coordination entre les services de renseignement est meilleure? Oui, j'ai beaucoup regretté que cette campagne ait été polluée par les affaires et qu'on n'ait pas eu de vrai débat. Moi, j'avais des choses à dire en tant que président de la commission d'enquête, à apporter dans le débat. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Ce que je regrette profondément, je veux m'adresser à travers vous à toutes les victimes d'actes de terrorisme et leurs associations, c'est qu'on a supprimé le secrétariat d'État aux victimes et même on supprime le secrétariat général permanent d'aide aux victimes. Et moi, j'apporte tout mon soutien vraiment aux associations de victimes qui réclament le maintien de ce dispositif, voyez-vous. Non, ce qui, par contre, me paraît aller dans le bon sens, et ce n'est que la reprise de notre proposition phare, qui était de créer une agence nationale auprès du président de la République de lutte contre le terrorisme. Task force d'Emmanuel Macron, mais j'attends de voir quels seront véritablement ses moyens, ses dispositifs, son périmètre d'action pour me faire une opinion plus définitive. Pas un jour sans une nouvelle vague d'arrestations. Ces derniers jours, c'était en Belgique et en France. Le risque est toujours maximum, le risque d'attaque terroriste sur notre pays. Absolument, il est d'autant plus maximum qu'on voit bien ce qui se passe actuellement à Mossoul et à Raqqa, qu'il y a des combats acharnés qui ont lieu en ce moment. Et généralement, on le sait maintenant par expérience douloureuse, qu'il y a des répliques chez nous quand il y a ces attaques sur le sol irako-syrien. On va parler de politique. Vous êtes, je le disais, secrétaire national à la justice chez les Républicains. Comment les membres de votre parti vont se sortir de la crise profonde dans laquelle ils sont plongés? Est-ce que les ateliers de la refondation lancés par Bernard Accoyer sont suffisants? Vous savez, nous sommes actuellement dans une situation dramatique à tout point de vue. Nous n'avons plus de véritable... Oui, dramatique. Nous avons été éliminés pour la première fois depuis la Ve République du deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous avons été laminés, il faut bien le dire, aux législatives, puisque nous revenons, les députés, à moitié de ce que nous étions. Alors, souvenez-vous, nous avions un boulevard à l'issue des primaires. Les Français attendaient une rupture avec la politique de François Hollande. Et tout d'un coup, nous sommes allés tout droit, comme un suicide collectif, dans le mur. On va revenir sur Fillon. Mais là, qu'est-ce qu'il faut pour que la droite, elle se recompose un tout petit peu? Alors une fois qu'on a dit ça, il faut être capable de faire son autocritique et il faut aller de l'avant, parce que la droite, elle existe toujours. Je les vois, les militants, je continue à les voir. Ils sont en attente d'une véritable reconstruction. Reconstruction, ça veut dire quoi? Ça veut dire
un chef. Nous avons cette culture du chef, oui. On remet un chef avant même de oui, discuter il du nous fond. faut incarner. C'est pas de la vieille politique, ça? On ne se bat pas pour un projet, ça n'est pas vrai. Souvenez-vous, Ah bon. on avait dit, une fois que Fillon a été battu, attendez, il nous reste le projet, on va gagner législative. Non, on vote pour un homme, pour une femme en qui on a confiance et qui porte une ligne politique. Alors c'est qui cet homme? La campagne va avoir lieu à partir du mois de septembre pour la présidence. Vous voyez qui, vous, à ce poste-là? Écoutez, moi je le dis très clairement, pour moi celui qui représente la ligne politique la plus claire à droite aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. Je le lui ai dit, je le soutiendrai. Vous l'appelez à se présenter? Je l'appelle solennellement, et je sais qu'il est en pleine réflexion. En septembre, nous saurons quelle sera sa décision, mais il présente toutes les qualités, le saut générationnel, l'expérience ministérielle, la gestion d'une des plus grandes régions, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis des idées claires. Hein, ce n'est pas ceux qui vont à la soupe ou un plat de lentilles pour un poste de ministre, comme les pseudo-constructifs, qui m'ont fait beaucoup de peine, je dois dire, parce que c'était des amis politiques, et leur attitude nous a entraînés dans cette déroute. Néanmoins, lors du vote de confiance à l'Assemblée nationale, 75 des 99 députés LR se sont abstenus. Donc ils soutiennent le gouvernement d'Emmanuel Macron. L'abstention, ce n'est pas un soutien. C'est pas une opposition vraiment... Non, mais c'est vrai, moi je suis très surpris, je dois vous dire, je suis très surpris qu'il y ait eu un si grand nombre d'abstentions, ce qui montre bien le malaise que nous vivons actuellement. Et qu'il va falloir se ressaisir très vite. Mais l'avenir est devant nous, je vous assure. Oui, il est mieux que vous le dire comme ça. Dans ce livre, vous parlez beaucoup de cette campagne, hein, maudite pour vous, avec François Fillon. Est-ce que le fait de charger toute la responsabilité du désastre de la droite sur lui n'est pas un peu facile? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective? Incontestablement. Le premier responsable, c'est celui qui nous a amenés à cette déroute, qui a refusé de se retirer. Donc ça, c'est François Fillon. Voilà, je n'étais pas le seul à l'avoir demandé. Hein. Je l'ai peut-être dit plus fort que d'autres, publiquement, mais beaucoup ont essayé. Je veux dire, ça, c'est sa responsabilité. D'ailleurs, il l'a reconnu. Il l'a reconnu le soir de la défaite du premier tour. Mais nous avons une responsabilité collective écrasante. Tous ceux qui étaient en capacité de le convaincre de se retirer n'ont pas eu cette véritable volonté ou ce courage de le faire. Imaginez un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, président du Sénat, Gérard Larcher, nos présidents de groupe, si s'étaient ensemble levés pour dire à François Fillon on ne peut pas continuer comme ça, parce que le désastre était inscrit à partir du moment où les affaires ont été révélées, même s'il bénéficie de la présomption d'innocence. Et ce que je regrette, c'est ce manque de courage, finalement, politique qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Effectivement, François Fillon s'est exprimé en privé il y a quelques jours. Il a dit qu'il ne se tairait pas pendant des années non plus. Et surtout, il cherche à savoir, selon les informations qui ont filtré, si les révélations relayées par le Canard enchaîné, dont on vient de parler, ne venaient pas finalement de son propre camp et non pas d'un cabinet noir à l'Élysée, comme il en a été question. Vous croyez que ça présente un intérêt aujourd'hui, tout cela ? Peu importe. Je veux dire, il y a des faits, il y a des réalités qui sont actuellement soumis à la justice. Ce que je souhaite, c'est que François Fillon s'explique devant la justice. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais plus devant les Français. À savoir qui a lancé l'alerte, Vous savez, on est dans une société où, quand on fait de la politique, on a beaucoup de jaloux ou d'ennemis qui sont prêts à balancer. On le sait très bien. Donc, je veux dire que peu importe, l'essentiel, c'est de savoir quelle est cette vérité. Cette vérité, elle sera dite par la justice à un moment donné. Vous dites dans ce livre, je ne regrette rien, les combats pour les valeurs ne sont jamais totalement perdus. Quelles valeurs François Fillon a-t-il trahi? Je crois qu'il a trahi une parole publique. Souvenez-vous, si je suis mis en examen, je me retire. D'où le titre du livre. D'où le titre du livre, qui était en creux une attaque contre Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, à Sablé-sur-Sarthe, le 28 août. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, quand on brigue notamment la magistrature suprême, il faut être d'une exemplarité totale. On ne peut pas à la fois recevoir des convocations des juges et en même temps se présenter à l'élection suprême. On ne peut pas vilipender l'institution judiciaire en l'accusant de tous les maux. On ne peut pas s'en prendre à la presse en l'accusant d'être à la solde d'un pouvoir ou d'un cabinet noir et prétendre à la magistrature suprême. Ça a été des erreurs mortelles pour la candidature de François Fillon. Donc il faut aujourd'hui avoir vraiment cette idée que notre société ne peut pas tolérer ce qui à une époque peut-être pouvait l'être, mais aujourd'hui on est passé dans une autre société, une société de la
de la transparence, de l'éthique, de la morale, du respect de nos institutions. Justement, la loi de moralisation de la vie politique, est-ce qu'elle va assez loin pour vous? Est-ce que, notamment, la réforme du scrutin proportionnel, la réduction du nombre de parlementaires, c'est deux choses qui vont ensemble? Oui, la réduction du nombre de parlementaires, sans aucun doute, mais à condition de leur donner de véritables moyens. Un véritable cabinet parlementaire, des moyens pour remplir leur mandat. Sur la question de la proportionnelle, je suis beaucoup plus partagé parce que je pense qu'il faut une majorité claire à l'Assemblée nationale. Et la proportionnelle, ça va introduire une multitude d'autres formations politiques. Est-ce qu'il n'y aura pas des coalitions, des compromissions? Je suis très attaché au scrutin majoritaire. Gérald Darmanin, que vous vilipendiez il y a quelques instants pour être allé manger un plat de lentilles, a tenu une conférence de presse aujourd'hui, les États généraux de Bercy. Il a notamment annoncé le gel du point d'indice des fonctionnaires, on le savait, mais surtout le rétablissement du jour de carence, du délai de carence pour les fonctionnaires. Ce sont des mesures de droite? Ben oui, très bien. Dommage qu'il les présente sous une autre couleur que la nôtre, que la sienne, que celle qui était la sienne, mon cher Gérald Darmanin. Comment avoir abandonné sa famille politique? Pourquoi ne pas avoir continué dans sa famille politique à défendre ses idées et à ne pas les renier? Je crois que ce qui est important, et moi aujourd'hui je suis tombé provisoirement au champ d'honneur en ayant perdu mon mandat de député, au moins je peux continuer à me regarder dans une glace, continuer à regarder mes électeurs en face et leur dire l'avenir nous appartient. Mais est-ce que lui n'a pas l'impression de se sentir peut-être plus utile au gouvernement en mettant en place les mesures qui étaient les mesures de la droite, plutôt que de regarder tout ça à la télé? Tout ça est un faux débat, c'est un débat tronqué en tout cas. Je crois que les idées, il faut qu'elles soient claires, il faut qu'on soit capable évidemment d'être consensuel, je l'ai montré moi dans mon précédent mandat sur certaines lois, quand il s'agit de l'essentiel, mais par ailleurs c'est la démocratie, il y a un débat, il y a une majorité, il y a une opposition. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier pour aller on ne sait où. Je crois qu'à un certain moment, c'est justement de cette confrontation d'idées, de cette confrontation de débats que va émerger les bonnes solutions, et non pas sur le doigt sur la couture du pantalon, j'obéis à ce que M. Macron me demande. Une dernière question, est-ce que vous ne regrettez pas que la droite, qui est très occupée à se diviser, ne profite pas de la faiblesse du Front National, qui lui aussi est en pleine crise idéologique et politique, et laisse passer finalement cette occasion? Alors là-dessus, je vais être très clair. Et je sais que Laurent Wauquiez aussi est extrêmement clair là-dessus. Il n'y aura jamais d'accord entre nous et le Front National. Par contre, comme l'avait fait Sarkozy en son temps, souvenez-vous, nous nous adressons à tous les électeurs, y compris les électeurs qui se réfugient à un certain moment vers un vote extrême, pour leur dire attention, les solutions ne sont pas là. Même si les problèmes sont bons, bien posés, les solutions, elles sont plutôt chez nous, des solutions républicaines, fortes, claires. C'est là-dessus qu'il faudra bâtir la reconstruction. Une leçon que vous avez tirée avec ce livre, plein d'anecdotes encore une fois sur cette campagne, on est dans les coulisses des réunions stratégiques, une leçon que vous avez retenue de cette campagne ratée? La leçon essentielle, encore une fois, c'est il faut savoir sacrifier son propre intérêt personnel pour l'intérêt général, ce qui n'a pas été le cas ici. Merci beaucoup Georges Fenech d'être venu ce soir sur CNews, qui imagine le général de Gaulle mis en examen aux éditions First Document. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur CNews. Dans un instant, le grand débat des éditorialistes. À tout de suite.